J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très belle journée. Bienvenue dans ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Ismaël Hassani. Je suis hépatogastro-entérologue exerçant actuellement au Sénégal. Et comme vous l'avez bien remarqué sur cette page, nous ne parlons pas que de la gastro-entérologie, mais nous abordons tous les sujets de la santé et du bien-être. Et ce soir, nous avons parlé de la hernie discale avec deux brillants invités que je vais de ce pas inviter à nous rejoindre. Il s'agit de Dr Bankole. Dr Muriel Oretan. Bonsoir. Alors, Dr Bankole, là, c'est Dr Azanfan qui est avec nous. On attend Dr Bankole. Dr Azanfan, bonsoir. Bonsoir, docteur Hassani. Bon. Merci pour l'invitation. Oui, je te prie. Vas-y. Tu peux te présenter, même si la plupart te connaissent déjà. Bonsoir à tous. Moi, c'est docteur Azankon. Je suis médecin rhumato, exerçant en profession libérale à Cotonou. Merci, docteur Hassani, pour l'invitation pour ce sujet qui nous intéresse tous. C'est un plaisir. Alors, nous allons attendre Dr Bankole qui a quelques soucis. Sonia, bonsoir. Dr Lokosu, Dr Tani, bonsoir. Alors, ce sont les aléas du direct. Ouais. On ne peut rien. Tu dois être bien habitué. Oui. Avec. Il envoie une nouvelle invitation. Là, je pense que ça, c'est bon. Dr Bankole? Oui, je ne sais pas si tu me reçois. On te reçoit, mais on ne te voit pas. Ah, bon, je refais. Je sais pas trop. Peut-être retourne ton. Ah, oui, voilà. c'est tout bon. Excellent. Ok, super. Ben, bonsoir, Dr Bankole. Oui. Bonsoir, Bonsoir, Ismaël. qui ne me connaissent pas encore. Bon, c'est vrai. Merci à toi pour l'invitation. Donc, moi, c'est Dr Bankole Nouroudine, d'origine béninoise. Je suis neurochirurgien. C'est un réel plaisir pour moi de te rejoindre sur ce live. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette multiculturalité que tu as, même dans le domaine des sciences médicales. Merci à toi. Merci. Un plaisir de vous recevoir. Alors, ce soir, nous allons parler de la hernie discale. Et beaucoup se demandent c'est quoi la hernie discale. Dean, donne-nous une définition simple pour les profanes qui nous suivent surtout, puisque c'est ouvert à public. C'est quoi la hernie discale? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, donc, une hernie discale, juste en une phrase, hein, il faut savoir ce que ça veut dire le disque. Quand on dit disque, c'est en termes très simples, c'est un tissu fibro-cartilagineux en fait qui sert d'amortisseur en fait entre deux vertèbres successives. Et en général, lorsqu'on parle en fait d'hernie discale, c'est que quand on regarde ce disque, de par en fait ses limites, il y a une saillie de ce disque en fait. Ça peut, en général,
commence par une protrusion discale, puis avec les contraintes, on a une vraie saillie donc, de ce disque en fait. C'est tout simplement ça qu'on appelle une hernie discale en termes simples. C'est juste qu'on a une saillie du disque qui déborde, mais qui déborde vraiment voilà, dans le canal vertébral. Donc, alors, pour faire très simple, pour faire encore plus simple, donc le disque est entre deux vertèbres. Exactement. D'accord? Le disque, c'est comme une sorte d'éponge, c'est ça? Tout à fait. Qui est en deux vertèbres. Exactement. C'est du cartilage, c'est fibreux et ouais. D'accord. Donc, c'est quand il y a une protrusion de ce disque-là qu'on parle de hernie discale. Oui. Très bien. Voilà. Okay. Normalement, ce disque, comme tu le vois, c'est comme un anneau, tu vois, qui a son centre en fait du noyau qui est bien minéralisé et qui est sous pression. Donc, dans la journée, par exemple, avec les efforts, ce centre de ce disque est sous pression. D'accord? Et le soir, au repos, normalement, il se relâche. Donc, c'est tout comme un système d'amortisseur en quelque sorte. Et ça évite à ce que les vertèbres se frottent entre elles. Et je pense que ce soir, nous allons plus parler de la hernie discale lombaire. C'est bien ça? Oui, bien sûr, on peut se focaliser sur la hernie discale, mais normalement, il faut savoir qu'on a le plus souvent, on a la hernie discale cervicale et la hernie discale lombaire, qui sont deux entités très importantes. La hernie discale thoracique est très, très rare, mais on ne peut pas parler seulement de la hernie discale lombaire. Il faut se parler de la hernie discale cervicale parce que c'est c'est aussi l'un comment dirais-je, c'est aussi l'un des motifs de consultation des névralgies cervico-brachiales. Donc oui, on peut aussi parler de la hernie discale cervicale et on parlera aussi de la hernie discale lombaire. Très bien. Alors, Émeric, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Désolé. Quels sont les symptômes d'une hernie discale? Ok, d'accord. Je vais, avant d'aborder les symptômes, aller un peu dans le sens de Dr Bankole tout à l'heure. En fait, je ne vais pas revenir sur la définition de la hernie discale. Il faut dire que les symptômes de la hernie discale, c'est essentiellement la douleur au niveau du segment atteint par la hernie discale, parce que tout à l'heure, il a parlé d'hernie discale cervicale et d'hernie discale lombaire. Donc, si la hernie discale survient au niveau, à l'étage cervical, on a d'abord une douleur du segment cervical de la colonne, mais la hernie discale peut être également au niveau lombaire, donc on a également des douleurs lombaires. Outre cette douleur, si la hernie discale elle est conflictuelle, on a également des irradiations sur le territoire radiculaire ou sur le territoire radiculaire de la racine que comprime la hernie discale. Sinon, c'est en dehors de ces deux symptômes qui sont très fréquents, on peut aussi avoir une raideur cervicale parce que quand on a une douleur, quand on a une irritation au niveau d'un segment rachidien, les muscles paravertébraux peuvent réagir et donner donc une raideur au niveau de ce segment rachidien. Et après, cette raideur peut entraîner des attitudes antalgiques avec parfois des déformations de petites attitudes vicieuses de la colonne. Donc, tout ça peut être intégré dans les symptômes que peut donner la hernie discale. Sinon, c'est essentiellement la douleur au niveau du segment rachidien. Et s'il y a conflit avec une racine des irradiations, on peut aussi avoir d'autres signes comme les contractures paravertébrales et autres. Voilà. Pour être plus simple, c'est ce que je peux dire rapidement sur les symptômes. Le maître symptôme, c'est la douleur. Douleur en fonction du segment atteint. Oui, qui peut être associé ensuite à une contracture musculaire paravertébrale, certaines déformations et parfois une irradiation sur le territoire de la racine si la hernie discale est conflictuelle, parce qu'on peut avoir une hernie discale qui n'est pas conflictuelle. Oui. D'accord. Alors, dis, comment poser le diagnostic d'une hernie discale? Merci beaucoup pour ta question. Alors,
comme l'a dit tantôt le confrère rhumatologue, je pense qu'on est très souvent complémentaires par rapport euh, en fait, au diagnostic, le fait de poser le diagnostic, on est souvent complémentaires parce que la plupart du temps, les patients voient souvent le rhumatologue. Puis, le rhumatologue, en général, d'avoir un démarre de traitement avant de nous l'envoyer. Mais encore une fois, comme il a dit, il y a l'âge qui va rentrer en compte, il y a le facteur, enfin, les facteurs environnementaux, je veux dire le travail du patient. Aussi, en fait, il faut aussi soulever la périodicité dans laquelle ces douleurs, en fait, s'installent. Très souvent, c'est des douleurs mécaniques, c'est-à-dire à l'effort et tout. Et en général, le repos, c'est des douleurs qui tentent en tout cas à se céder. Et comme il a dit, bien entendu, on peut tout simplement avoir tout ce qui est lombalgie ou des cervicales juste genre de la douleur, mais en réalité, lorsqu'on est conflictuel, on aura de la radiculalgie, hein. Bien sûr, au niveau cervical, ce sera de la névralgie cervico-bronchiale, bien entendu, en fonction du métanerve qui est atteint, en fonction de la racine nerveuse qui est atteinte. Et au niveau lombaire, ce sera tout ce qui est voilà, lombocruralgie, en fonction justement maintenant de l'étage atteint. Euh, donc, en fait, une fois que le patient rapporte ses douleurs et qu'on arrive en tout cas à typer le type de douleur mécanique, peut-être avec ou sans, bien entendu, radiculalgie, bien entendu, il faut passer normalement on demande un scanner du rachis lombaire ou par exemple au niveau cervical. Bon, ça dépend aussi du contexte, aussi des moyens du patient. Des fois, pour ne pas gaspiller, pour être un peu plus économe, on peut d'emblée demander une IRM parce que des fois, même si on demande de scanner et que vraiment on a une hernie, euh, nous, en tant que neurochirurgie, vraiment pour prendre en charge et tout, on demande une IRM pour pouvoir bien analyser en fait les racines nerveuses atteintes. Donc oui, il faut demander, une fois la clinique est posée, il faut demander un examen paraclinique, soit un scanner ou une IRM par rapport en fait à l'étage concerné. Ça peut être une IRM cervicale ou un scanner cervical ou une IRM lombaire ou un scanner lombaire. Et la prescription d'examens complémentaires est systématique en cas de hernie discale, en cas de suspicion de hernie discale. Honnêtement, en tout cas, de mon point de vue de neurochirurgie, j'ai vraiment une symptomatologie claire de lombopluralgie ou de lombalgie chronique, rebelle en tout cas à un traitement médical où il y a des signes cliniques, hein, sincèrement. En fait, là, on est un peu limité. J'ai pas envie d'employer trop de termes techniques, mais il y a des signes cliniques. Hein, le rhumatologue peut aussi en rajouter. Hein. Il y a des signes cliniques en fait qu'on peut rechercher en la VEG. On recherche en tout cas des signes cliniques qui vont dans le sens en tout cas d'une pathologie radiculaire en fait, qui peut expliquer radiculaire ou d'une pathologie mécanique en tout cas par rapport au rachis, qui peut expliquer en fait les douleurs. Et ça, on ne peut pas juste le deviner à l'œil nu, même si cliniquement on le fait, il faut demander un examen paraclinique quand même, avant que le maladie se complique. Voilà. Alors, tu as peut-être quelque chose à dire, Émeric? Oui, je pense que je partage l'avis de Dr. Bankole. En fait, la hernie discale, on la suspecte cliniquement. La clinique, elle est assez typique. Mais la certitude vient de l'imagerie. Sans imagerie, on ne peut pas certifier qu'il y a eu une hernie discale parce que il y a quand même des diagnostics différentiels à éliminer et ça permet quand même d'éliminer tout ce qui peut simuler une hernie discale. Donc, je pense qu'on peut la suspecter cliniquement, mais l'imagerie reste de mise pour poser le diagnostic de certitude. Maintenant, après, l'environnement d'exercice aussi peut influer. Tout à l'heure, Dr. Bankole a parlé, a positionné le scanner avant l'IRM, mais il a dit que parfois, pour des raisons économiques, on peut aller directement à l'IRM parce que, bon, si on est dans un environnement où les moyens sont limités, demander un scanner à un patient et ensuite
aller lui demander une IRM, ça peut paraître lourd. Donc, on peut aller directement à l'IRM. Sinon, si on va respecter la procédure, il faut respecter les étapes, en fait. Un scanner, une IRM, bon, après, on peut toujours voir dedans en fonction du contexte qu'on est. Mais l'imagerie reste de mise pour avoir le diagnostic de certitude d'une hernie discale. Et aussi, l'imagerie aide à planifier la thérapeutique parce que il y a certaines thérapeutiques qu'on n'ose pas mettre sans imagerie, que ce soit des thérapeutiques médicales, on y reviendra, ou bien même des thérapeutiques chirurgicales. Donc, Vancolé en parlera. Merci. On va revenir. Alors, il y a une question qui est passée tout à l'heure. Dans vos interventions, on a entendu hernie discale conflictuelle. Ça veut dire quoi? Oui. Vin, tu peux nous dire hernie discale conflictuelle? Alors, la hernie discale conflictuelle, c'est une hernie discale qui est clairement en conflit avec une racine nerveuse. C'est-à-dire que la hernie, en général, une hernie discale, encore sur le plan de vue anatomique, elle peut être en fait médiane. En général, quand elle est médiane, elle comprime juste le fourreau ou la moelle épinière lorsque on est en cervicale, parce qu'il faut savoir que la hernie discale lombaire, elle est après le cône terminal qui finit au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Et ensuite, on a la queue de cheval, d'accord, tout ce qui est racine nerveuse de la queue de cheval qui contrôle tout ce qui est sphincter et tout ce qui est appareil génital. Donc, lorsque cette hernie elle est médiane, elle va comprimer le fourreau, donc elle va réduire le canal, donc ça peut donner justement des douleurs, mais on est plutôt central. Mais lorsqu'elle est foraminale ou posterolatérale, ou des fois peut-être exclue, hein, d'accord? En ce moment-là, elle est en fait conflictuelle, c'est-à-dire qu'elle est foraminale parce que normalement, les racines nerveuses elles vont emprunter le foramen intervertébral. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment c'est lié. Donc, lorsque la hernie va sortir, elle va les comprimer au niveau de l'aisselle de la racine ou tout simplement elle va repousser la racine. Du coup, et cette racine elle va souffrir. C'est ce qui va donner justement tout ce qui est radiculalgie, tout ce qui est sciatalgie ou tout ce qui est névralgie. Voilà. Donc, lorsqu'elle est conflictuelle, c'est qu'elle est en contact avec la racine. Ok, donc elle est en contact avec la racine et ça peut entraîner d'autres symptômes. C'est l'implication surtout clinique. Oui, exactement, c'est ce qu'elle a dit. C'est comme le disait tout à l'heure le collègue de cardiologue qui disait que le maître symptôme, c'est la douleur, mais on peut avoir par la suite en fait une radiculalgie lorsqu'elle est conflictuelle. C'est-à-dire qu'elle atteint une racine nerveuse, du coup, elle va donner des radiculalgies. Et en fonction du siège, quels sont à peu près les symptômes, justement, quand cette hernie devient conflictuelle? Qu'est-ce qu'on peut avoir en dehors de la douleur? Au niveau cervical, bon, je ne vais pas monopoliser la parole, si tu me permets, je vais continuer, sinon tu peux y aller aussi. Mais en général, en fonction de l'étage, si c'est un étage cervical, on aura des névralgies cervico-brachiales. D'accord? On peut avoir une raideur aussi au niveau de la nuque. On peut avoir en fait une distance menton-esternum qui sera réduite du fait de la raideur. Ça, c'est au niveau cervical. Et bien entendu, au niveau lombaire, on aura l'ombocuralgie. Alors, il y a des territoires typiques, en fait, par exemple, au niveau lombaire aussi. Pareil aussi pour la névralgie cervico-brachiale en fonction de l'étage, en fait, on aura en fait des types de névralgie cervico-brachiale type, par exemple, C4, C5, C6 et C7, en fonction de l'étage, bien entendu, et pareil aussi au niveau lombaire, on peut en avoir en L3, L4, ça sera beaucoup plus de l'ombocuralgie. Tronqué, ou après en L5S1, ça sera beaucoup plus en fait, ce sera beaucoup plus en fait tout ce qui est sciatalgie et bien entendu le trajet sera un peu différent. Lorsqu'elle est beaucoup plus L5, on a tendance à beaucoup plus à avoir le gros orteil et la face antérieure, mollet et cuisse, voilà. Et puis lorsque c'est S1, enfin S1, donc du coup, ça sera beaucoup plus externe, les petits orteils qui, voilà, on aura cette allergie. En tout cas, il y a des trajectoires typiques, en tout cas, des hernies discales, des sciatalgies, pardon, induites par hernie discale en L4, L5 et en L5, S1.
Voilà, peut-être unilatérale comme aussi bilatérale ou à bascule. Voilà. Et pour revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, l'imagerie a une place importante pour savoir si cette hernie, pour le diagnostic de la hernie, et pouvoir déterminer si elle est conflictuelle ou non. Exact. Alors, Émeric, Oui, docteur. quelles sont les causes de la hernie discale? Okay. La hernie discale peut relever de plusieurs causes. Hein. Docteur Bancolé a brossé le sujet tout à l'heure. En fait, le disque, de par sa structure, joue un rôle d'amortisseur. Donc, il est là pour surtout amortir les contraintes et surtout permettre un bon fonctionnement des pièces osseuses, un bon agencement des pièces osseuses. Donc, déjà, tout ce qui est facteur de contrainte sur les segments rachidiens peut être source d'une hernie discale. Ce n'est pas pour rien que la hernie discale, elle est fréquente sur deux segments. Le segment cervical et le segment lombaire, qui sont les segments les plus mobiles de la colonne rachidienne. Donc, qui dit mobilité, dit beaucoup de contraintes. Et donc, qui dit beaucoup de contraintes prédispose à une fragilité du disque, à une compression du disque et puis à une exclusion du disque. Donc, c'est tout ce qui est facteur de contrainte. Ensuite, bon, il y a aussi les mauvaises postures, hein, qui sont aussi des facteurs de contrainte, mais il faut quand même les souligner à part. Les mauvaises postures, que ce soit les postures au niveau cervical comme au niveau lombaire, qui sont aussi des facteurs de contrainte. Ensuite, bon, après, il peut y avoir des traumatismes, hein, qui peuvent être aussi à la base d'hernie discale. Et le classique qu'on connaît souvent, c'est je me suis baissé pour prendre quelque chose et puis j'ai eu du mal dans le dos, il y a eu des irradiations dans les jambes, donc c'est le port de charge lourde. Donc c'est une combinaison vraiment de ces petits facteurs-là que je regroupe moi, hein, sous le vocal de facteurs de contrainte sur la colonne. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'hernie cervicale liées, il faut le dire, hein, à l'usage de nos smartphones avec la tête tout en baissée, l'usage des ordinateurs. Tous ces éléments sont aussi des facteurs de contrainte surajoutés au niveau cervical parce que je pense, enfin, Dr Bancolé nous dira plus, mais je pense que l'explosion de l'usage de ces éléments explique en partie la grande fréquence de l'hernie cervicale que l'on rencontre aujourd'hui avec la névralgie cervico-brachiale. Après, il y a aussi notre quotidien, hein, les oreillers qu'on utilise, les sièges de bureau, tout ça aussi. Lorsque ce n'est pas adapté ou bien lorsque c'est mal utilisé, ça peut être aussi des facteurs qui favorisent la survenue d'une hernie discale. Voilà un peu ce que je peux dire sur les différentes causes, hein, de survenue d'une hernie discale. Avant de parler de la prise en charge, l'évolution, je dirais, spontanée d'une hernie discale. Émeric. Ok. La hernie discale, comme toute pathologie dégénérative, hein, puisque c'est une pathologie dégénérative avant tout, elle est évolutive. Elle est évolutive si les facteurs favorisants ne sont pas maîtrisés. La maîtrise des facteurs favorisants peut ralentir le processus ou même peut stabiliser le processus. Mais si ces facteurs favorisants ne sont pas maîtrisés, la hernie discale va évoluer. Elle peut évoluer très lentement comme elle peut évoluer très rapidement. Donc, je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui a une petite saillie discale, mais qui continue d'adopter les mauvaises postures, ou bien qui prend exagérément du poids, ou bien qui a une pratique sportive particulièrement contraignante sur le dos, ou qui a une activité professionnelle. Je prends par exemple un docker, ou bien quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui est sujet à gérer des charges assez importantes. Donc, voilà, c'est des facteurs favorisants qui peuvent accélérer la hernie discale. Sinon, si les facteurs favorisants sont maîtrisés, une hernie discale débutante peut être stabilisée. Voilà un peu ce que je peux dire sur les... Stabilisée sans traitement, spontanément. En fait, le traitement de la hernie discale, on y reviendra, il y a deux volets.
Il y a le volet symptomatique, c'est-à-dire traiter le symptôme, la douleur rachidienne et la douleur radiculaire. Maintenant, après, il y a le volet maintenant curatif. C'est-à-dire, si c'est une hernie discale qui est déjà conflictuelle, bien évidemment qu'il faut aller lever le conflit. Il faut aller lever le conflit. C'est vrai, on a des cas d'hernie discale qui sont résolus spontanément. Mais là, c'est pas fréquent et il faut vraiment une grosse discipline. Mais souvent, il y a le volet chirurgical qui vient toujours en appoint pour lever le conflit. Donc, quand on dit que la hernie discale sans traitement, elle est résolue, oui, c'est d'abord, mais la phase douloureuse, bien évidemment, il y a toujours nécessité de gérer la douleur. Maintenant, la hernie discale peut être résolue uniquement si la hernie n'est plus conflictuelle, si la protrusion discale initiale se repositionne un peu et ne gêne plus trop la stabilité de la colonne, voilà. Donc, nous allons parler maintenant de la prise en charge. Oui. Ce sont des subtilités du traitement médical. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure. Oui, on va parler de la prise en charge, je dirais, le rôle du rhumatologue, la place du rhumatologue dans la prise en charge de la hernie discale. Puisque tu as la parole, je te laisse continuer, Émeric. D'accord, merci docteur Sani. En fait, le rhumato, souvent, docteur Bancoye l'a dit, est souvent en première ligne dans la hernie discale, parce que c'est d'abord le volet, pour la plupart, hein, c'est d'abord le volet douleur rachidienne et douleur radiculaire. Donc, le rhumatologue, lui, c'est d'abord lever ce symptôme qu'est la douleur, lever les contractures musculaires, et pourquoi pas débuter déjà le soulagement du patient quant à la radiculagie qu'il aurait présentée, si c'est une hernie discale conflictuelle. Mais après, dès que le rhumatologue arrive à avoir l'analgésie du patient, c'est-à-dire lorsque le patient n'a plus mal, lorsqu'il est moins raide, lorsqu'il commence par reprendre ses activités, maintenant le rhumatologue passe la main d'abord déjà au physiothérapeute qui travaille sur la réadaptation du patient. Maintenant, en fonction de l'évolution du tableau et de la gravité de la hernie, le rhumatologue peut passer directement la main au neurochirurgien parce que le traitement médical soit n'arrive pas à soulager complètement le patient, ou bien il y a un risque de complication. Et la complication principale, c'est la compression radiculaire qui peut aller à un déficit moteur. Donc, c'est dans ce cas-là que le rhumato passe la main au neurochirurgien pour la poursuite de la prise en charge. Donc, merci Émeric. Alors, dis, le rhumato passe la main au neurochirurgien. Quel est le rôle du neurochirurgien une fois qu'on lui passe la main? Merci beaucoup, Hassan. Merci, Émeric. Je pense que tu es rentré correctement dans le vif du sujet. Ça devient beaucoup plus intéressant et les commentaires en témoignent d'ailleurs. Et juste pour ajouter, en fait, que il y a aussi une des causes, c'est surtout les traumatismes du rachis, des fois qui passent inaperçus et négligés. Le coup de lapin lorsqu'on est au volant, c'est que ça, c'est très important des fois de bien se ceinturer et aussi de maîtriser en fait sa posture du cou lorsqu'on est au volant. Donc, parce que des fois, on peut avoir des traumatismes du rachis qui passent. Oui, vous m'entendez? Ah, d'accord. Et là, c'est mieux ou c'est toujours pas bon? Excellent. Oui, c'est bon. Oui. Ok, super. Je serais juste en train avant d'aborder le volet, une fois que Émeric m'ait passé la balle, je voulais juste rajouter de faire attention aussi, comme quoi il y a les traumatismes du rachis cervical aussi qui contribuent en fait aux hernies discales, surtout au niveau cervical. Donc, c'est des hernies discales cervicales post-traumatiques, mais qui passent inaperçues et à plus tard, en fait, se révèlent par, bien sûr, des symptômes ou par une myopathie débutante et tout. Mais il faut l'avoir à l'esprit. Si vous êtes au volant quand vous avez freiné brusquement, vous avez fait un accident avec un coup de lapin, n'hésitez pas à aller voir le rhumatologue pour quand même essayer de faire une imagerie pour voir s'il n'y a pas eu des dégâts sur la colonne vertébrale. Bien sûr,
ça ne veut pas dire il faut éradier tout le monde. En fait, dès qu'on a un traumatisme du racisme, quand même, il faut l'avoir à l'esprit. Effectivement, le traitement de la hernie discale, elle est tout d'abord médicale, comme l'a dit le confrère Émeric. Et je suis tout à fait d'accord. C'est d'abord en fait un traitement médical bien conduit, antalgique, anti-inflammatoire, relaxant. Et une fois que en fait le malade n'a plus mal, effectivement, parce qu'il ne faut pas envoyer aussi le malade chez le physiothérapeute alors qu'il a mal. C'est pas la bonne période. Il faut d'abord que la douleur au moins soit soulagée. Ensuite, on part en physiothérapie chez le kinésithérapeute pour des massages de lombaire, éducation, renforcement et tout. Et bien entendu, si le traitement médical échoue, parce qu'en général, le neurochirurgien est vraiment utile dans 4 situations pour la hernie discale. C'est soit le traitement médical a échoué, c'est-à-dire que malgré le traitement médical bien conduit, quand je dis bien conduit, c'est minimum 3 mois, vraiment bien conduit, et que ça ne va toujours pas. Pour ça, le patient a vraiment une sciatalgie hyperalgique, que même les antalgiques de palier 2 et 3 ne soulagent pas. Donc vraiment un laseg vraiment très un laseg à 30 degrés, vraiment hyperalgique, et bien entendu avec une corrélation clinico-radiologique, c'est-à-dire que oui, le patient a une sciatalgie hyperalgique, et sur son IRM ou sur son scanner, on a bien entendu une hernie discale qui est conflictuelle. Là, en ce moment-là, le neurochirurgien interviendra. Troisième situation, c'est que oui, il y a une parésie, un déficit moteur ou sensitif qui commence à s'installer malgré le traitement médical. Et bien entendu, encore une fois, il faut toujours qu'il y ait une corrélation clinico et radiologique. C'est-à-dire que oui, le territoire où le patient exprime sa symptomatologie est corrélé, en tout cas, au niveau où on a la hernie discale. Et quatrième situation, c'est lorsque cette symptomatologie de douleur et de radiculalgie, on insiste ensuite, par exemple, à des fuites urinaires, à des troubles génito-sphinctériens ou à des dysfonctionnements érectiles et tout. Là, ça devient une urgence fonctionnelle. En ce moment-là, et bien entendu, encore une fois, il faut qu'il y ait une corrélation clinico-radiologique. C'est-à-dire, c'est parce qu'un malade a mal qu'il faut aller ouvrir son dos, ou bien il a peut-être un petit débord discal qui n'explique pas du tout sa symptomatologie, il faut aller lui ouvrir le dos. Non. Non, il faudra faire attention et faire la part des choses, bien entendu, pour être sûr que, oui, il peut avoir une hernie discale et peut-être avoir des neuropathies sous-jacentes. Le docteur Émeric est bien passé pour savoir, des neuropathies diabétiques et j'en passe. Donc, il ne faut pas se jeter, il faut vraiment qu'il y ait une corrélation clinico-radiologique. Et là, le neurochirurgien doit faire ce lien et bien entendu, ensuite expliquer au patient l'urgence fonctionnelle à l'opérer et lui expliquer les bénéfices et risques de la prise en charge. Et en ce moment-là, ça sera une cure d'hernie discale, c'est-à-dire qu'il faut aller enlever la hernie discale, soulager la racine, remettre la racine nerveuse dans ses conditions normales. Et en général, on fait un abord interlamaire, on part enlever cette hernie discale. On peut amener à faire une foraminotomie pour bien ouvrir le foramen, pour bien libérer la racine nerveuse. Et en général, en post-op immédiat, à 80-90% des cas, le patient est soulagé. Et bien entendu, ça ne se limite pas à cela parce que la prise en charge ne se limite pas juste à enlever la hernie discale. Bien entendu, il faudra attendre qu'une fois que le malade est cicatrisé, est cicatrisé sa plaie, est passé la phase post-opératoire aiguë, il faudra le renvoyer en tout cas encore chez le kinésithérapeute pour une bonne rééducation. Et surtout, il faudra mettre l'accent sur le repos aussi, qui est très important pour permettre une bonne récupération. Et peut-être un aménagement aussi de son poste, parce que sinon, le patient peut récidiver s'il continue en tout cas à exercer les mêmes contraintes comme l'a expliqué tout à l'heure. Donc le traitement, du point de vue neurochirurgical, c'est une cure d'hernie discale. Après, les différents types de méthodes de tour, on ne va pas rentrer dans ces détails parce que c'est une cure d'hernie discale. Il faut aller lever la compression et puis compléter plus tard par la physiothérapie et le repos médical. Et puis, en général, les patients récupèrent bien lorsque vraiment l'indication est bien posée. Peut-être aussi, si le patient refuse la chirurgie et que vraiment on n'est pas dans le cadre vraiment d'une urgence fonctionnelle, parce que si c'est vraiment une urgence fonctionnelle,
il faudra le lui dire clairement. Et là, s'il ne veut pas, il peut signer il peut signer en tout cas un contrat médical. Mais des fois, on peut emmener à, bien entendu, en fait, proposer une infiltration scanoguidée pour réduire un peu la hernie. Il y a des techniques qui se font. Je pense que Émeric sait très bien de quoi je parle. Et ça peut aider aussi. Mais encore une fois, une hernie discale exclue, conflictuelle, avec les quatre situations que je viens de citer, ça ne sera à rien l'infiltration. Il faut directement l'envoyer chez le neurochirurgien qui est une prise en charge neurochirurgicale. Oui, c'était justement ma question, Di. Alors, les résultats de la chirurgie et derrière, qu'est-ce que tu proposes aux patients qui sont réticents? Parce qu'il faut l'avouer, beaucoup sont réticents quand on leur propose la chirurgie. D'accord. Donc, alors encore une fois, comme je disais, en fait, il faut c'est cas par cas. Et puis après, résultat de la chirurgie et que faites-vous quand le patient est réticent face à la chirurgie? D'accord. Vous me recevez? Oui. Ok, super. Alors, les résultats de la chirurgie, comme je l'ai dit, lorsque le patient est bien sélectionné, qu'il y a une indication bien faite, on est à 90% en tout cas de succès. D'accord? 90% de succès sur la douleur et la radicularité. Pour la pathologie de la hernie discale, avec corrélation clinico-radiologique. C'est-à-dire, vraiment, on part pour lever la compression, on libère la racine, le patient est soulagé. Ça, c'est clair. Pour le patient qui ne veut pas se faire opérer, encore une fois, si sa hernie discale, d'accord, n'est pas conflictuelle au point où il n'a pas de déficit moteur, c'est-à-dire si c'est juste une hernie discale qui elle n'est pas hyperalgique, c'est-à-dire quel que soit qu'on appelle le traitement médical et l'infiltration qu'on a fait, malgré tout cela, le patient est toujours douloureux. Il faudra le lui dire qu'il va falloir lever cette compression, sinon il n'y a rien qui pourra le soulager. Et s'il ne veut pas, en ce moment-là, ben, il est responsable, voilà, il sera responsable de ses maux. Mais lorsque la hernie discale peut être traitée médicalement ou par infiltration, on essayera cela en premier. Ça, c'est clair. La chirurgie, vraiment, c'est vraiment pour les quatre situations, en fait. Vraiment, un déficit neurologique qui s'installe, des fuites urinaires, c'est-à-dire des troubles génitaux sphinctériens, un dysfonctionnement érectile qui s'installe. Le traitement médical, toutes les arsenals thérapeutiques médicales ont échoué. Il faut aller opérer. Sinon, ça va s'aggraver. Et lorsque ça s'aggrave, c'est là où, justement, en fait, les résultats de la chirurgie seront moins bons. Parce que vous êtes venu très tard. Et quand vous venez très tard, vous prenez en charge. Et c'est ça le problème aussi en Afrique, c'est que les patients, ils arrivent très tard. Et du coup, malgré qu'on va les opérer, les résultats ne seront pas forcément bons parce que la racine a tellement souffert qu'il ne reste qu'une petite languette de la racine. Donc, même si vous le décomprenez, vous n'allez pas avoir l'effet, en tout cas, l'effet souhaité tout de suite, non. Et des fois, les personnes peuvent garder des séquelles. Ils vont dire oui, malgré qu'on m'a opéré, quand même, j'ai quand même des séquelles. Parce que oui, vous êtes venu très tard. Malheureusement, vous avez complété votre syndrome de queue de cheval, vous avez complété complètement le déficit. Donc, et vous avez resté très longtemps avant de venir à la chirurgie. Donc, pour les patients qui refusent, on leur explique cela clairement. Et puis, ils prennent leur décision. Parce qu'ils ont le droit de refuser comme d'accepter. On ne peut pas les forcer à se faire opérer. Donc, résultat, 90% de succès sur diagnostic prise en charge précoce, je veux dire. Exactement, prise de précoce et surtout indication correcte. Ça, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment qu'on ait une indication, vraiment une indication. S'il n'y a pas d'indication que vous opérez une hernie discale, vous êtes à 50% de chances, ça va échouer et vous êtes voué à des complications. Il n'y a rien à dire. Il ne faut pas juste parce que vous voulez opérer pour opérer. Non, il faut opérer vraiment lorsque c'est indiqué. Ça, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment opérer lorsqu'il est vraiment indiqué. Merci, Dim. Alors, dernière question pour Émeric avant qu'on ne prenne quelques interventions là.
Eric, comment prévenir ou plutôt quelles sont les mesures destinées à éviter les récidives d'une hernie discale? Ok. Merci, docteur Hassani. Encore une fois, merci, docteur Bancoli. Je vais d'abord parler de la prévention primaire et aborder ensuite la prévention secondaire. J'entends par prévention primaire pour que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est prévenir la hernie discale chez quelqu'un qui n'a jamais eu de problème d'hernie discale. Tout à l'heure, quand j'abordais les causes essentielles, j'avais parlé de mauvaise posture, des facteurs de contrainte sur le dos. Donc, la prévention va d'abord s'axer sur ces phénomènes-là. Par exemple, il faut éviter le surpoids, qui est l'un des premiers facteurs de contrainte, déjà pour les lombaires, éviter les mauvaises postures, les mauvais sièges, éviter les postures assises prolongées sans se lever, et puis éviter le port de charge lourde, c'est-à-dire il y a des mesures d'hygiène du dos classiques qu'on enseigne aujourd'hui, par exemple, comment aller chercher quelque chose en bas, éviter de prendre quelque chose qui est très lourd, se faire aider. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut intégrer dans la prévention. Donc, c'est essentiellement les mesures d'hygiène du dos qu'il faut respecter et aussi maintenant les mesures d'hygiène du cou. Par exemple, il est classique, par exemple, de conseiller aux patients un bon ajustement de l'écran de leur PC, par exemple, pour éviter d'avoir une mauvaise posture du cou, ou bien un releveur d'écran pour ceux qui travaillent sur des laptops. Aujourd'hui, les portables, on ne peut pas s'en passer. On les a partout, dans le lit, à table, partout. Donc, c'est vraiment savoir raison garder aussi pour ne pas traumatiser le cou. Ça, c'est les éléments déjà de prévention primaire que je peux donner. Il y a des choses qu'on ne prévient pas parce que c'est pas des choses programmées. Un traumatisme ou un accident, on ne prévoit pas que ça vienne. Donc ça, on ne peut malheureusement pas prévenir cela, c'est juste de la prudence. Ensuite, pour la prévention secondaire, pour des patients qui ont déjà une hernie discale qui a été traitée, soit médicalement ou chirurgicalement, chez qui on veut prévenir des récidives, ça, la prévention secondaire rejoint un peu la prévention primaire sur les mesures d'hygiène du dos. Et il faut savoir que celui qui a déjà eu une hernie discale a plus d'interdiction que celui qui n'en a pas eu, parce que il y a des choses encore qu'on peut tolérer chez quelqu'un qui a eu une hernie discale, mais qui n'a pas eu une hernie discale plutôt, mais chez quelqu'un qui a eu une hernie discale, c'est quasiment pas possible. Donc, s'il ne veut pas que sa hernie discale se récidive. Donc, c'est surtout cela. Éviter les prises de poids exagérées, les ports de charge lourde, les mauvaises postures, les contraintes anormales sur le dos. Ça, c'est essentiellement cela. Après, je sais que c'est une question qui nous vient souvent en consultation. Est-ce que le port des chaussures talons chez les femmes serait un facteur? Bon, c'est discutable, mais il faut savoir que les chaussures talons ont un impact, c'est avéré, sur la colonne lombaire. Donc, d'abord, ça exagère l'hyperlordose. Donc, si vous avez déjà une colonne qui a une certaine fragilité, c'est-à-dire qui a été sujet déjà à une hernie discale, donc c'est vrai que le port de chaussures au talon peut aussi être un facteur. Donc, c'est sur tous ces éléments-là que je vais insister pour la prévention. Voilà. Voilà un peu. Et il faut aussi dire, s'il te plaît, docteur Hassani, parfois on demande des réaménagements de poste de travail parce que parfois, celui qui a eu une hernie discale n'est plus en mesure d'assumer le poste professionnel qu'il occupe. Donc, on demande parfois des réajustements de poste de travail parce que ça aussi, ça rentre dans la prévention dans les mesures de prévention secondaire et parfois même primaire aussi, de la hernie discale. Merci. Et quel sport, parce qu'on parle d'activité physique, surpoids, activité physique, quel type de sport vous recommandez? Globalement, toutes les activités, pour la prévention primaire, il n'y a pas de contre-indication pour une activité physique particulière. Il faut faire attention par contre à
à toute activité qui a une contrainte particulière sur le dos. Je parle par exemple de l'haltérophilie, où on soulève des artères et autres là, où le dos est particulièrement mis à contribution. Il faut faire attention. Sinon, en dehors de ça, la plupart des activités physiques sont faisables. C'est vrai qu'on a un penchant particulier pour la natation qui est très bien indiqué pour l'ergonomie du dos, mais les autres activités physiques peuvent être bien pratiquées. Ça, c'est chez quelqu'un qui n'a pas encore eu la hernie discale, donc dans la prévention primaire. Par contre, dans la prévention secondaire, oui, il y a un peu plus de contraintes, bien évidemment. Il faut juste privilégier vraiment des activités physiques comme la marche, ou bien la marche rapide, ou bien la natation. En tout cas, ces activités qui aident à renforcer la musculature axiale, c'est-à-dire la musculature paravertébrale, et éviter tout ce qui peut être un facteur de contrainte sur la colonne. Très bien. Merci, Émeric. Alors, on va prendre quelques questions. Bonjour les docs, y a-t-il une différence entre hernie discale et discopathie? Dean? Oui, bien sûr. Ça, c'est une très bonne question. Justement, pour faire suite à ce que vient de dire le collègue Dr. Émeric, en fait, oui, l'hernie discale, c'est tout simple, comme on vient de le dire, c'est une protrusion du disque, une saillie en tout cas exagérée du disque dans le canal vertébral. La discopathie, c'est tout ce qui est en rapport avec le disque lui-même. C'est-à-dire qu'on a une dégénérescence de ce disque. C'est-à-dire avec le temps, ce disque en fait perd en tout ce qui est substance nutritive pour lui, il se déminéralise et du coup, il se rétrécit complètement et favorise en fait à ce qu'on ait deux vertèbres qui finissent en fait par se toucher. Et après, il y a des stades. Hein. En général, on utilise la classification de Modic pour les discopathies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que la discopathie, elle est différente, mais elle peut être associée à une hernie discale. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour éviter aussi le récidive, par exemple, chez les patients qui ont déjà eu une hernie discale et on ne veut pas qu'il y ait récidive, il faudra prendre en compte cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une discopathie sous-jacente du niveau à opérer ou sous-jacent? Et si tel est le cas, il faudra revoir un peu la technique chirurgicale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, on ne va pas seulement se limiter à juste une cure d'hernie discale. Des fois, il faudra faire des fusions carrément de deux niveaux, enlever complètement le disque sous-jacent et sous-jacent et fixer la colonne et mettre des prothèses discales en ce moment-là. Comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas de récidive et on n'aura pas de syndrome du niveau sous-jacent ou du niveau sous-jacent. Donc, il faut faire. Là, c'est purement sur le plan, de prise en charge, en fait. Maintenant, pour le reste, comme l'a dit Émeric, je partage complètement son avis. Hein, c'est essentiellement ce qu'il faut faire. Et surtout le réaménagement de postes sur lesquels il a insisté pour éviter la récidive. Mais bien entendu, oui, il y a une différence entre une discopathie et une hernie discale. Ils peuvent être associés ou non. Ok, très bien. Alors, autre question de Madame Concours. Que faire si la douleur de hernie discale commence à se propager dans mes jambes et que parfois je perds l'équilibre? Émeric? Ou bien… Merci, mais bon, je pense que Dr. Bankole est bien placé pour répondre. Bon, je vais quand même placer. Moi, je dirais deux choses. Rapidement consulter. On lui demandera une imagerie et en fonction de l'imagerie, la décision sera prise. Mais je pense que Dr. Bankole va appuyer ma réponse, je pense. Oui, tout à fait d'accord. Quand on a, là, il faut aller consulter. Il faut aller rapidement consulter. Il ne faut pas attendre. Il faut aller consulter soit le rhumatologue ou vous pouvez venir consulter directement le neurochirurgien. Mais dans tous les cas, il faut aller consulter. Il faut aller consulter. En général aussi, c'est ce que nous, peut-être qu'on a oublié de le notifier, Émeric. En général, quand on reçoit les patients, par exemple, et puis on les met sous traitement médical, on leur donne toujours cette consigne de consultation en urgence. Au cas où, si vous avez un déficit qui commence à s'installer, ou des fuites urinaires, ou un engourdissement, il faut aller consulter en urgence tout de suite. Ça c'est on appelle ça des consignes de consultation d'urgence. Ouais. Alors, est-ce qu'une protrusion discale peut conduire à une hernie
et qu'est-ce qui peut occasionner cela? Oui, une protrusion discale peut aller. En fait, c'est des classifications anatomiques. Je pense qu'on a évité de rentrer dedans. Euh, c'est un peu plusieurs facettes d'une même pathologie. C'est-à-dire, c'est une pathologie évolutive. Tout disque, tout hernie discale commence souvent, bien souvent. D'abord par une petite protrusion, ensuite ça évolue vers une hernie discale proprement parlée. Maintenant, on peut entraîner ça, comme j'ai déjà dit, c'est les facteurs favorisants. Par exemple, celui qui a une petite protrusion discale et qui continue d'avoir une activité très contraignante pour le dos, ou bien qui porte des charges lourdes, ou soit qui adopte les mauvaises postures, c'est clair que sa protrusion va évoluer progressivement vers une hernie discale. Et puis même la hernie discale, on peut avoir plusieurs étapes. On a même des hernies discales exclues, c'est-à-dire le disque qui sort complètement de sa loge et qui rentre dans le canal musculaire. Donc, il y a plusieurs étapes pour une classification d'hernie discale. Le docteur Bancolé, en tant que neurochirurgien, sera beaucoup plus intéressé par cette question, à mon avis. Oui, un complément. Je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire. Hein. Ça commence toujours par un petit débat. En fait, c'est comme tu as dit, on a évité de rentrer dans les détails. On a un petit débord discal, puis après on aura une protrusion discale qui va finir par une hernie discale. Effectivement, si les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas respectées et que les contraintes mécaniques continuent, on va effectivement aller vers une hernie discale proprement dite. Et comme tu l'as dit, hein, elle peut être exclue et occuper le canal vertébral et comprimer le fourreau-dural lorsque c'est en lombaire et la moelle lorsqu'on est en cervical. Mais c'est très rare que ça, c'est très rare que ça soit exclu au niveau cervical. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire c'est bel et bien. C'est quoi une protrusion? Une protrusion. La protrusion, c'est juste en fait un petit débord discal. En général, si tu veux, sans rentrer dans les aspects vraiment anatomiques, c'est juste qu'en fait, on a le disque qui protrude juste un tout petit peu, mais il ne fait pas vraiment saillir. C'est-à-dire, il n'est pas du tout compressible. Vous avez la protrusion discale, mais il n'est pas du tout compressible sur le fourreau-dural ou sur la moelle épinière lorsque c'est en cervical. Non, c'est vraiment une petite débord discale. C'est un début, si on veut, d'accord? C'est un début d'une hernie discale, si on veut le dire en terre à terre. Mais c'est vraiment, voilà, c'est juste une petite protrusion discale et des fois, ça peut se résoudre tout seul. Alors, quelle est la place d'un médecin physique dans la prise en charge d'une hernie discale? Donc, on va faire prise en charge avant chirurgie et prise en charge après chirurgie. Avant chirurgie, émérique avant chirurgie et Dina pour la partie post-chirurgicale. Avant chirurgie, en fait, le médecin physique a une prise en charge, à sa part hein, dans la prise en charge de la hernie discale. Tout à l'heure, j'ai eu à dire si on se rappelle bien, le premier traitement, c'est d'abord soulager le patient, faire passer la douleur, faire passer les contractures musculaires. Et quand on y arrive, on associe rapidement le physiothérapeute. Le physiothérapeute, c'est le médecin physique. Bon, en fait, c'est le médecin physique qui chapeaute le physiothérapeute, en fait, si on peut dire. Donc, en fait, le médecin physique participe entièrement à cette prise en charge-là pour stabiliser les choses. Donc, c'est ce que peut dire sur la place du médecin physique avant la chirurgie. Donc, une fois que la douleur est passée, une fois que les radiculagies sont maîtrisées, que le patient commence par retrouver sa mobilité, on envoie chez le médecin physique qui, après réexamen, programme des séances de kiné et des techniques de kinésithérapie vraiment assez particulières. Parce que le médecin physique peut le rhumato ou le chirurgien, on ne dira pas au patient de faire. Donc, c'est là où le médecin physique intervient dans la prise en charge pré-chirurgicale. Je laisse Dr Bancolé aborder la place du médecin physique à la chirurgie. Après la chirurgie. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est ça, hein, c'est ce que tu veux me dire. Hein.
le kinésithérapeute a un rôle crucial, en tout cas dans la prise en charge des pathologies du dos en général et en particulier de la ligne discale à la phase pré-chirurgicale. En post-op, en général, nous, on demande souvent aux patients, une fois que la plaie est cicatrisée, euh, de repartir vers le kinésithérapeute parce qu'il faudra une rééducation, en tout cas, du patient, renforcement de ses muscles lombaires parce que c'est très important pour que le patient puisse reprendre ses activités. Il faudra qu'il reprenne confiance, surtout. Après, ceux qui sont rentrés dans des cadres hyperalgiques, ça sera beaucoup plus simple comparativement à ceux qui sont venus dans une cadre de parésie, par exemple, ou de syndrome de queue de cheval. Ces patients auront besoin d'une rééducation soit de l'extension ou de la flexion ou voilà, ou des mesures correctrices pour qu'ils puissent reprendre un peu confiance à la station debout, à la marche, avec canne ou sans canne. Donc vraiment, le médecin, le kinésithérapeute, le médecin physique rééducateur a une place vraiment très importante parce qu'il va rééduquer le patient, en tout cas à pouvoir regagner au moins une motricité, une mobilité utile et parfois même complète, surtout si on a opéré dans les temps. Donc, c'est très, très important. C'est pas juste on opère et puis c'est fini. Non, il faut obligatoirement une rééducation du dos derrière et aussi lorsqu'on a un déficit moteur ou sensitif associé, il faudra justement accompagner cela. Et aussi, par exemple, pour ceux qui ont développé, par exemple, un syndrome d'accouchement avec des fuites urinaires, il faudra une rééducation vésicale pour ces patients pour qu'ils puissent récupérer un peu, en tout cas, leur sphincter. Après, bon, les méthodes qu'ils utilisent, je suis incompétent pour vraiment en parler dans le détail. Mais je sais que c'est vraiment crucial voilà, d'avoir un médecin physique rééducateur après une chirurgie du dos. Ok. Nous allons bientôt fermer la session. Mais avant de vous laisser pour les mots de fin, je vais prendre 2 ou 3 interventions, questions courtes, réponses courtes. Alors, Dean, est-il recommandé de courir un semi-marathon après une hernie discale, même quand on ne sent plus les douleurs pendant un moment? Est-il recommandé, oui ou non? Bon, honnêtement, il y aura quand même beaucoup de contraintes sur le dos en faisant un marathon. Faire du 10 km, encore oui, mais un marathon quand même, voilà. C'est vraiment une hernie discale avérée, conflictuelle. Il y a des façons que tu n'arrives pas à finir le marathon. Donc, je ne dirais pas que, non, je ne recommanderais pas cela. Oui. Alors, Émeric, est-ce que notre matelas peut-il être à la cause d'une hernie discale, le matelas? La cause directe, je dirais non. Mais s'il y a déjà un dos fragile avec une hernie discale opérée ou s'il y a une protrusion discale, tout à l'heure on a parlé de protrusion discale et que le matelas n'est pas un bon matelas, oui, ça peut faire le nid d'une évolution de cette protrusion et donc aller vers une hernie discale vraie. C'est pour ça qu'on insiste plutôt pour un bon matelas et un bon matelas, c'est quoi? C'est un matelas dur ou semi-dur en fonction du physique du patient et de son ressenti. Dean, est-il recommandé le port de ceinture lombaire après une opération d'hernie discale, après une cure d'hernie discale? Est-il recommandé? Oui ou non? Oui, c'est recommandé. On peut mettre une ceinture lombaire, ça aide en tout cas dans la récupération. Oui. Ah, quel spécialiste oui, Émeric. Pour la ceinture lombaire, je suis d'accord dans la phase de récupération, mais je pense que dans le long terme, non. Non, pas dans le long terme, c'est juste pendant la phase de rééduc. Voilà. En général, nous, on recommande dans les 3 semaines à 45 jours et puis c'est bon, hein, on n'a plus besoin. Exactement, parce que beaucoup de patients commettent l'erreur de porter la ceinture dans le long terme alors que ce n'est pas du tout conseillé. Non, merci beaucoup de mettre l'accent dessus. Non, c'est vraiment dans la phase de récupération. En général, 21 jours à 45 jours, c'est largement suffisant si le nécessaire a été fait. Ouais.
Alors, quel est le spécialiste dans le choix, des matelas? Quel Dans le spécialiste a choix de... impliqué le choix des matelas? Oh, est-ce qu'il y a un spécialiste particulier? Je pense qu'un neurochirurgien peut bien conseiller un bon matelas, un rhumato, oui, un médecin physique, Médecin oui. physique. Que, voilà. Tous ceux bon, qui travaillent sur une bonne hygiène du dos, oui, ils peuvent recommander un matelas, Bien à mon avis. sûr. Moi, je dirais le MPR, hein, le médecin physique Médecin physique. rééducateur. Voilà, Oui. c'est tout bon. Hein. Nous, en général, on va le dire oralement, allez-y, prenez un matelas orthopédique bien dur. Et puis après, voilà, s'il y a des particularités, le médecin physique rééducateur est mieux placé aussi. Hernie discale et sciatique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est ce qu'on vient Quel de est le dire. rapport? Hein. Oui, on l'a dit, mais bon, oui. Le rapport, c'est juste que lorsque la hernie discale devient conflictuelle au niveau lombaire, on aura la sciatique. Oui. Voilà. Bon. Sinon, s'il n'y a pas de conflit, ça sera juste une lombalgie. Merci Dina, Émeric. Merci beaucoup pour ce live très instructif. Merci pour vos spontanéités. Après, il y a des petites nuances. Il y a des sciatiques qui ne sont pas forcément liées à la hernie discale. Hein. Il y a des sciatiques du nerf poplité, il y a du SPI, il y a des sciatiques qui n'ont rien à voir avec. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis toujours une corrélation clinico et radiologique. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, vos mots de fin. Merci d'avoir accepté de participer à ce live. Émeric, ça a été assez difficile. je sais, ça a été assez difficile et en plus, je suis en déplacement. Merci beaucoup. Et je vous laisse la parole pour vos mots de fin et après, on va fermer la session. Okay. Bon, je vais te remercier aussi d'abord pour ton engagement continu et inlassable pour la science. Dr. Bankole l'a dit d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Je sais que j'ai fait de la résistance pour rejoindre ton talent, comme je l'appelle souvent. Mais bon, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger entre collègues et puis de pouvoir éclairer aussi les amis qui veulent mieux comprendre certaines choses. En tout cas, merci à toi. Tu peux compter toujours sur ma disponibilité. Merci. Je te lâche plus. Dean. Ouais, écoute, Ismaël, ça a été un réel plaisir de participer à ce live. C'est vrai que je voyais souvent les lives que tu faisais, mais bon, les emplois du temps étant vraiment compliqués, effectivement, mais j'ai tenu quand même à participer à cela parce que ça fait vraiment plaisir. C'est dans la sensibilisation, parce que beaucoup de personnes font des choix par ignorance parce qu'ils ne savent pas et ils prennent et malheureusement, ils se font prendre en charge très tardivement et les résultats ne sont pas forcément bons. Et du coup, ça jette un peu de l'opprobre sur les confrères en Afrique et très souvent les patients, dès qu'ils ont un hernie discale ou des pathologies neurochirurgicales, ils veulent forcément venir en Europe. Et moi, je leur dis non, vous savez, il y a des confrères sur place qui peuvent bien vous prendre en charge. Donc, allez-y, il faut aller consulter le plus tôt possible. Et c'est surtout ça le message que je veux véhiculer ce soir. Et n'hésitez pas à aller voir les rhumatologues quand vous avez des maux de dos. C'est les premiers, en tout cas, qui pourront vous orienter et vous apporter les traitements de première ligne. Donc, merci encore une fois. Ça a été un réel plaisir de discuter avec un confrère rhumatologue. En général, on est très complémentaires par rapport aux pathologies du rachis. Il sait très bien de quoi je parle. Donc, ça a été un réel plaisir d'avoir échangé autour de cette thématique. Et merci beaucoup. Et puis, ça sera un plaisir de revenir de ces quatre encore discuter d'autres choses en rapport avec la neurochirurgie, bien sûr. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous les intervenants, ceux qui ont participé à ce live. Merci à tous. Vous allez retrouver le replay sur ma page et la vidéo de récap viendra le week-end. Voilà.
Portez-vous bien, excellente soirée, bonne fin de semaine et à bientôt. Merci, ciao, à bientôt. Merci.